Donc maintenant, on va aborder le positionnement du thérapeute. On va recroiser bien sûr beaucoup de choses qui ont déjà été vues ce matin, mais c'est normal puisque c'est la base un peu de notre pratique. Donc on dit souvent que le patient possède en lui des capacités de résolution de son problème, et on pense d'ailleurs avec ça à la puissance de l'effet placebo. La personne trouve en elle-même des capacités en croyant pourtant prendre un traitement. Vraiment chaud. Le plus vrai possible. Donc il reste une question quand même importante. Comment permettre aux patients en état de crise, de mal-être, de découvrir ses propres capacités et surtout de les mobiliser pour un changement guérissant? Comment peut-on faire? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a des techniques? Est-ce qu'il y a une voie qui permet de susciter cet effet guérissant issu du patient lui-même? Donc c'est ce que nous allons essayer de voir ensemble. Tout d'abord, comment et pourquoi la personne a-t-elle perdu les clés, les attitudes et les choix qui lui permettraient de trouver résolution au problème? On pourrait voir le processus de la manière suivante. Comme l'a dit Vincent Collige tout à l'heure, la personne s'est construite en développant certaines aptitudes, en se référant à certaines valeurs et en ayant certains points de vue. C'est ce que nous pouvons appeler son système, son cadre de référence. Ces aptitudes, ces valeurs, ces points de vue ont un périmètre d'action et sont adéquats pour résoudre les problèmes qui se situent à l'intérieur de ce périmètre. Mais lorsqu'il arrive une situation due à un changement qui nécessite d'activer des compétences et des traits de caractère, des aptitudes qui ne font pas partie du paysage mental de la personne, de son cadre de référence, celle-ci applique les solutions qu'elle connaît déjà. Et ces solutions, en l'occurrence, ne marchent pas. Car elles ne sont pas celles qui seraient nécessaires à la résolution de cette situation nouvelle. Et cela se voit par le fait que le problème ne se résout pas, et au contraire, il a même tendance à devenir chronique. Plus la personne s'acharne avec ses solutions inadéquates, et plus le problème se cristallise. L'échec s'installe, la personne est de plus en plus déstabilisée, et elle se sent désarçonnée devant ce problème, complètement impuissante. Elle perd l'espoir, on l'a déjà dit plusieurs fois, et elle perd la confiance en ses propres capacités, ce qui ne fait qu'aggraver la situation. Au total, quand elle vient consulter, c'est parce qu'elle se sent au bout du rouleau, complètement impuissante. Comme l'a dit tout à l'heure Jean-Marc Henriot, les gens ne viennent pas en consultation parce qu'ils souffrent, et ils souffrent déjà depuis souvent bien longtemps, mais parce qu'ils sont arrivés à un point de désespérance face à leurs difficultés. Alors comment nous, thérapeutes en TBSI, allons faire face à ce patient désespéré, mal dans sa peau, doutant de pouvoir réussir et ayant souvent déjà expérimenté de nombreuses solutions? Le médecin, l'ostéopathe, on l'a vu tout de suite, le magnétiseur et la voyante. Comment allons-nous permettre que ce patient au bord du suicide, par exemple, se retrouve quelques séances plus tard libéré, désangoissé, avec des capacités, sûr de lui et ayant trouvé de nouvelles raisons de vivre? Ça paraît un peu trop beau, et certains pourraient penser que nous adoptons pour ça quelques attitudes manipulatoires, qui pourraient aboutir d'ailleurs à un renforcement d'un faux self, etc., etc. Eh bien, ce n'est pas le cas, et nous allons essayer de voir comment. Comment peuvent se réaliser de pareils miracles, entre guillemets? L'objectif est clair. Il s'agit que le patient retrouve ou découvre ses capacités, qu'il retrouve donc l'espoir, qu'il prenne un virage à 180 degrés dans sa façon de traiter le problème, découvrant alors la solution tant recherchée, et qu'il puisse s'approprier ses découvertes et ses nouvelles façons de faire pour pouvoir repartir plus riche de compétences et les utiliser hors des séances. Alors comment faire pour atteindre cet objectif?
La réponse est tout entière dans le positionnement juste du thérapeute. Les techniques TBSI, nombreuses, détaillées, précises, ne trouvent en fait leur justification et leur efficacité que si elles sont issues du positionnement juste du thérapeute. Donc, quel est donc ce positionnement? On a parlé du système A2, le SA2, et ses conséquences. Donc, ce système A2 initié par la danse de gémellité. Le dessin du bateau que vous avez reçu ce matin sur votre feuille, présenté par Václavic dans son livre Changement, résume à lui seul ce SA2, le fonctionnement du SA2. Certains d'entre vous connaissent déjà ce schéma, dont le principe est simple. Dans un système à deux, plus l'un adopte une certaine position, plus l'autre occupe la position inverse, afin que l'ensemble du système garde son équilibre. Suivons la logique de cette constatation systémique. Dès lors que le thérapeute a su créer le système à deux, l'alliance, la position qu'il adopte va conduire le patient, d'une façon visible ou secrète, à adopter la position complémentaire. C'est ainsi que si le thérapeute est l'expert, s'il est en position haute, s'il est celui qui possède le savoir, les connaissances et qui donne des conseils pertinents, alors le patient est l'incompétent, il est en position basse, il se perçoit comme ne sachant pas, il se sent impuissant, dépendant et incapable de trouver. Si le thérapeute est plein de bonnes intentions soignantes et est porteur de l'initiative, il propose activement des changements, des solutions intelligentes, alors le patient est porteur d'une position passive, il entend des solutions qui ne sont pas les siennes, il se sent bête de ne pas les avoir trouvées, ou bête de ne pas pouvoir les appliquer, il résiste à les réaliser, ou alors s'il les applique, il risque d'en saboter les suites. Si le thérapeute est optimiste, qu'il est porteur d'une vision positive, qu'il indique sa confiance dans l'avenir et dans l'évolution du patient, alors le patient va se montrer pessimiste, avec une vision négative et un manque de confiance sur le fait que ça va aller mieux. Si le thérapeute donne des interprétations quant à la source du problème, le patient se sent démuni de compréhension, en attente de sa vérité qui sera dite par l'autre, etc., etc. On comprend mieux dans cette optique pourquoi Milton Erickson disait que les résistances du patient sont dues à des erreurs du thérapeute. En effet, au final, si le thérapeute porte les forces de changement, il conseille, il soutient, il est optimiste, il interprète, il pousse au changement, alors le patient va devoir porter les forces de frein. Donc il refuse, il oublie, il ne fait pas, il est pessimiste et il déprime pour bien montrer que ça change, mais empire. Donc que faire? Le thérapeute ne va pas quand même se montrer bête, pessimiste, incertain, etc., afin que le patient se sente intelligent, optimiste et déterminé. Il y a un TBSI ici, en quelque sorte. La position basse du thérapeute conduit le patient à se sentir progressivement capable, compétent, voire audacieux. Alors comment est-ce que cette position particulière du thérapeute va se voir, se manifester dans l'interaction avec le patient? On va vous donner quelques exemples, mais il faudrait bien plus de temps pour en cerner tous les contours. D'abord, nous évitons systématiquement d'employer le « je » et de parler en notre nom. Nous utilisons plutôt le « on ». Nous ne dirons pas « si j'ai bien compris ce que vous ressentez », mais en somme, vous ressentez, ou on pourrait voir que. Cette façon de faire favorise la centration dans nos échanges sur ce que dit et pense le patient. Nous utilisons souvent le conditionnel pour éviter d'apparaître trop porteur d'idées ou de solutions qui pourraient être externes au patient. On dit, on pourrait peut-être penser que.
nous présentons les choses en termes de propositions. On pourrait, de questionnement. Est-ce qu'il serait possible de... Toute une formulation qui permet au patient d'être complètement associé à la recherche. Afin que la personne reste au centre de l'interaction, comme nous l'avons déjà vu, nous reformulons ses vécus et points de vue, et tout particulièrement les vécus négatifs, c'est-à-dire porteurs de douleur, de colère, de rejet, de refus, de méfiance, de résistance à la thérapie, de désespoir. Plus nous pourrons clairement accompagner d'abord la personne au fond de son enfer, et plus elle pourra ensuite en ressortir. Et s'il y a bien une chose que nous évitons, c'est de vouloir mettre du positif rassurant sur ce que la personne amène dans son problème. Si du positif doit émerger et être perçu, c'est seulement après que la personne aura pu dire, explorer, voir en face, exprimer et être entendue dans sa douleur et sa plainte et son malaise. Lorsque nous recherchons avec le patient de nouvelles expériences qu'il pourrait tenter de faire, nous évitons tout ce qui pourrait sembler faire pression en direction du changement. Et nous n'hésitons pas à hésiter. Oui, on se demande, on pourrait se demander, on pourrait peut-être. L'utilisation du je, par contre, reste possible uniquement s'il s'agit d'une position basse du thérapeute. J'ai sans doute mal compris, je me demande, mais sans être sûr. Et tout particulièrement dans les cas de figure où nous devons paradoxer la personne. Bien entendu, le thérapeute va distribuer des connotations positives, mais celles-ci ne seront efficaces et ne susciteront pas la dépendance du patient qu'à deux conditions: porter sur ses capacités et ses compétences, et être indirect afin de ne pas provoquer un contre-pied de la personne. C'est ainsi que lorsque la personne amène un changement, nous n'allons pas nous extasier pour la féliciter. Directement, nous allons plutôt attirer l'attention avec une admiration non verbale ou sous forme d'onomatopée. Waouh! Comment vous avez fait? On l'a vu avec la situation présentée par Pascal Périguet. Et non pas c'est bien, mais plutôt comme une incitation à décrire ses ressources intérieures qu'elle a mobilisées pour ce changement. Vous l'aurez compris, tout dans les façons de faire, dans les interactions et les communications du thérapeute est destiné à permettre au patient d'oser voir en face ce qui s'agite et souffre en lui, et face à cela, de découvrir ensuite ses capacités et ses compétences. Mais toutes ces façons de faire ne sont pas des trucs à apprendre et à appliquer, et nous insistons sur ce point. En fait, le centre, le cœur de la TBSI, c'est de se repérer dans les techniques à partir d'un point central qui est la relation d'équivalence. Pourquoi relation d'équivalence? Parce qu'il ne s'agit pas d'une relation égalitaire au sens strict. D'ailleurs, on ne dit pas relation d'égalité. L'un consulte et paye, cependant que l'autre est thérapeute et reçoit ses honoraires. Mais il s'agit bien, derrière les aspects de consultation thérapeutique, d'être avant tout deux êtres humains en recherche. Donc, détaillons les points qui permettent d'instaurer cette relation d'équivalence. Ils sont trois principaux et impliquent chacun un travail spécifique de la part du thérapeute. Ces trois points sont humilité, bienveillance et coopération. On a déjà vu que la position basse est un levier puissant de changement. Et l'humilité du thérapeute l'aide donc à adopter facilement cette position. Mais l'humilité ne se décrète pas, ne se simule pas. Elle découle d'un certain nombre de préalables. Premièrement, la reconnaissance et l'acceptation du thérapeute envers sa propre vulnérabilité. Lorsqu'on se sait vulnérable, lorsqu'on coexiste avec sa propre fragilité, qui n'exclut en rien sa propre force d'ailleurs,
alors on abandonne plus facilement des attitudes supérieures. Si je connais mes blessures et reconnais la sensibilité qu'elles entraînent, la douleur qui en découle, le manque, je ne risque pas de me prendre pour quelqu'un de tellement différent de mon patient. L'identification à lui est donc plus aisée. Deuxièmement, en plus de cette vulnérabilité reconnue, qui facilite l'humilité, le thérapeute a travaillé à reconnaître sa complexité psychique, qu'on a vu tout à l'heure, ce qu'on a vu dans les interventions précédentes. Cette complexité, ces multiples facettes, lorsque je les connais et reconnais, évite l'intolérance et le rejet. Mr. Hyde coexiste avec les plus nobles aspirations. Évitant de rejeter et de projeter certains aspects de lui-même, le thérapeute peut accepter son patient dans ses méandres, sans se croire lui-même au-dessus de tout. Troisièmement, le thérapeute, au cours de son propre travail thérapeutique, sa cure profonde, a pu expérimenter que sa vérité la plus intime ne découlait pas des a priori mentaux, mais de l'expression d'une partie plus profonde. Cette partie centrale, le soi ou le self, s'exprime sous une forme moins claire et moins digitalisée que celle utilisée par le mental. Il s'agit d'intuition, d'images, de sensations, de rêves et fantasmes. Tous ces vecteurs communiquent ce qui veut se dire au plus vrai de soi-même et doivent ensuite être formalisés par une pensée plus langagière qui a pour tâche de transcrire en clair le message. Le thérapeute a donc appris à suspendre la rapidité de ses réponses mentales au profit d'une écoute préalable de ce qui se dit en soi. Cette soumission au soi favorise nettement non seulement une qualité de présence, le thérapeute n'est pas qu'une tête, mais aussi l'humble reconnaissance du fait que je ne suis pas maître de tout. En somme, ces trois vécus, vulnérabilité, complexité, soumission au soi, mènent sans difficulté à la reconnaissance d'une patte humaine commune entre le patient et le thérapeute, et conduisent par conséquent à éviter de se réfugier dans des étiquettes psychopathologiques, car ces dernières présentent un risque important de figer l'autre dans une vision fixiste et de mettre le thérapeute en position d'expert. Donc cette relation d'équivalence passe par l'humilité. Dont la relation d'équivalence, son deuxième point d'appui est la bienveillance. Tout le monde connaît le principe rogérien d'acceptation inconditionnelle positive. Mais quels sont les préalables permettant d'être dans cette acceptation? Et en TBSI, nous en trouvons trois. Un certain amour parental. Il n'est pas toujours bienvenu dans les salons psy de parler de l'amour pour son patient. Il nous semble pourtant qu'avoir une corde sensible du registre maternel ou paternel est utile pour percevoir les capacités du patient et pour lui donner aisément des connotations positives. Bien entendu, toute intervention parentale est radicalement exclue. Mais à l'intérieur du thérapeute, une bienveillance parentale favorise la perception du meilleur du patient. Un peu comme le parent qui s'extasie devant son bébé qui fait ses premiers pas. En plus de cette partie d'amour parental disponible pour le patient, ne négligeons pas le désir de restauration du thérapeute. Certes, il a beaucoup été travaillé dans sa psychothérapie personnelle afin de ne pas devenir compulsif, mais les restes conscients ne sont pas négligeables et permettront de supporter que le patient s'autonomise en fin de cure dans le SA1. Amour parental disponible, reste du désir de restauration, contribue à la bienveillance du thérapeute. Le troisième point que je soulignerai ici tient au fait que le thérapeute doit s'aimer suffisamment lui-même, qu'il ait un narcissisme sain. En effet, si c'est le cas, il n'est pas dépendant du besoin d'être aimé et reconnu par le patient.
Il a donc moins tendance à vouloir jouer au thérapeute brillant et peut se contenter de rester en position bienveillante, intérieurement, même lors des passages résistentiels ou des attaques de la cure qu'effectue le patient. Nous avons vu ainsi le deuxième volet de la relation d'équivalence, après l'humilité, la bienveillance. Et en troisième lieu, la coopération. Là aussi, il est assez simple de reconnaître l'intérêt de la coopération. Mais qu'est-ce qui va réellement faciliter celle-ci? Tout d'abord, le thérapeute s'abstient de tout ce qui pourrait le mettre en position haute. Il n'émet pas de jugement, pas même pour dire c'est bien, parce que cela suppose pour le patient qu'il pourrait dire c'est mal, et du coup s'établir en arbitre et en juge. Il ne donne pas de conseils. Il ne se précipite pas à donner du soutien ou de la consolation. Il ne donne pas d'interprétation. En effet, toutes ces attitudes, bien étudiées par Rogers, impliquent que le thérapeute soit le supposé sachant et mine donc la fameuse coopération. Ensuite, le thérapeute dispose d'une solide confiance dans les capacités du patient. Bien des expériences de cure nous ont montré qu'il existait une sorte de force intérieure, force restauratrice chez chacun de nous, qui ne demande qu'à se déployer dès lors que les obstacles ont été enlevés du chemin. Ajoutons que cette confiance dans les capacités du patient est facilitée lorsque le thérapeute a suffisamment confiance aussi en lui-même, en ses propres capacités et en celles de l'école dont il fait partie. Enfin, ce qui facilite nettement la coopération, et en particulier pour chercher ensemble la tâche adéquate, c'est le passage par la métaphore. On vient de le voir avec l'exemple de Pascal. Le thérapeute et le patient parlent à mots couverts plutôt qu'à mots ouverts. S'interroger par exemple sur ce qui permet à une huître au fond de la mer de s'ouvrir au flux environnant et rester ensemble ensuite sur ce jeu métaphorique est beaucoup plus opérant que s'interroger sur les moyens de sortir de la timidité. Bref et en résumé, la relation d'équivalence basée sur humilité, bienveillance et coopération relève beaucoup moins, pour ne pas dire pas du tout, d'une technique, mais plutôt d'un positionnement thérapeutique profondément intégré. Tout le reste s'en découlera. Les formulations pertinentes, l'accordage, l'alliance, etc. Pour conclure, je dirais qu'un des aspects les plus importants dans ce type de positionnement, c'est qu'il facilite l'appropriation de sa cure par le patient. En effet, celui-ci ne se sent ni humilié, ni incompétent, ni figé dans une étiquette, mais tout au contraire stimulé à chercher, découvrant qu'il sait déjà, retrouvant l'espoir et la force. D'une certaine manière, une bonne cure TBSI se manifeste par le fait que le patient a intégré de nouvelles capacités, des nouvelles forces, des nouvelles façons de faire, et qu'il pourra les utiliser dans sa vie courante. En réalité, ces nouvelles capacités, ces nouvelles compétences ne sont pas si nouvelles. Mais le déblayage du terrain pour les retrouver a permis que le patient se sente désormais plus apte et plus riche de possibilités que lorsqu'il est venu consulter. Il n'a pas seulement réglé son problème, il a découvert une identité plus complexe, plus adaptable et plus sereine.